Si tu nous écoutes, c'est que tu veux devenir entrepreneur de ta vie et la vivre selon tes termes. Aujourd'hui, on a un invité très spécial avec nous que j'aimerais vous introduire en fait juste maintenant, très rapidement. Donc sa règle, c'est Dare the Impossible. Sa mission, c'est motiver un maximum de personnes à aller au bout de leurs envies. Il a une carrière de sportif nageur. En tant qu'adolescent, il était vice-champion suisse de natation. Ensuite, il a commencé à HEC Lausanne, mais voyant que c'était pas vraiment pour lui, il quitte les bancs d'université à 21 ans pour se lancer dans sa propre éducation de l'entrepreneuriat, en lisant beaucoup, rencontrant des gens et créant plusieurs startups. Ses activités actuelles, c'est le cofondateur de Shared Brain, donc un réseau d'entrepreneurs présent dans plein de villes d'Europe. Justement, on pourra en parler après. Consultant d'entreprise, il accompagne des particuliers dans tout ce qui est personal branding, formation pour LinkedIn, public speaker, donc conférences sur l'entrepreneuriat, l'innovation, culture de l'échec, réseaux sociaux, et tout récemment l'initiateur de ce nouveau mouvement Dare the Impossible, une communauté de gens qui se bougent et s'élèvent les uns les autres. Et en chiffres, c'est presque 63 000 abonnés sur LinkedIn et puis une moyenne presque de 100 000 vues par vidéo à peu près, ce qui est juste impressionnant. Et mais plus que ça, en fait, t'es vraiment une référence dans le monde francophone suisse, mais pas seulement pour le côté business, je trouve. Avant tout et plus que tout, je trouve que t'es vraiment un humain extrêmement chaleureux et même avec le succès que t'as eu, t'es resté super humble et toujours à l'écoute des autres et prêt à aider n'importe qui à progresser, à atteindre leurs objectifs. Rien que tu viennes avec nous faire ce petit podcast-là dans ta journée super chargée, ça nous fait vraiment super plaisir. Et toutes les personnes qu'on a rencontrées nous disent absolument que du bien de toi. Cool. Donc vraiment, merci pour ça et bravo pour ça aussi. Et sans plus attendre, bienvenue Greg Logan sur le podcast. Merci les gars, merci pour l'accueil et merci pour cette belle intro. Alors je pense qu'on voulait commencer fort. On aime bien commencer par pourquoi, un peu partisan de Simon Sinek, mais pourquoi en fait, quelle est ta vision si t'arrivais sur ton lit de mort et tu disais maintenant j'ai vraiment réussi ma vie, j'ai vraiment réussi ce que je voulais faire, qu'est-ce que ce serait le résultat finalement? Pour moi c'est pas monétaire, c'est pas du succès on va dire visible, c'est plus de l'impact. C'est un mot que j'aime bien dire, c'est l'impact. Je kiffe trop impacter les gens positivement. Et quand j'étais gamin, on me demandait souvent ce que je voulais faire plus grand. Puis c'était, je voulais faire des cafés avec des gens. Je me dis, c'est pas un job, ça, je veux créer un job là-dedans. Donc en fait, mon but, c'est vraiment réussir à avoir un max de personnes, puis avoir un impact sur ces personnes. Pas les influencer, j'aime pas ce mot, l'influence, plus l'impact, vraiment. Puis j'ai des personnes qui m'ont impacté à fond toute ma vie, qui m'ont inspiré, qui m'ont vraiment poussé à aller plus loin. Puis c'est là où c'est ma mesure du succès, si je peux dire. Si je peux impacter un max de personnes, comme on m'a moi impacté, c'est là où je me dirais, tiens, c'est bon, j'ai réussi. Super intéressant, mais justement, tu étais à l'école, tu étais à la HEC. Comment ça s'est passé ce début d'histoire où tu t'es dit, depuis mon banc d'école, je vais aller impacter les gens? Comment s'est passée cette transition? Ouais. Alors en fait, c'était HEC, je me suis inscrit à HEC. J'ai pas fait un jour de cours à HEC parce que je me suis dit, mais c'est juste pas moi, je peux pas y aller, c'est impossible. Donc je suis inscrit à la HUGVD, qui était à Yverdon. Puis c'est là où j'ai fait environ 6 mois de cours. Et en fait, c'est que je me suis rendu compte que voilà, l'école m'apportait une très bonne théorie, mais je suis un peu hyperactif, j'ai besoin de bouger à fond vite. Du coup, je me suis dit, mais le rythme qu'on m'impose à l'école, il est trop lent pour moi. Et du coup, j'ai commencé à créer des projets à côté de l'école, qui allaient beaucoup plus vite que le rythme de l'école. Puis je me suis dit, faut que je me barre. Donc au début, c'était pas vraiment ce rôle d'impact. J'ai toujours kiffé, on va dire, vraiment croiser des personnes. Donc, en même temps, pendant que j'étais à l'école, je prenais un max de temps pour aller voir des gens que je connaissais pas, faire des cafés sur LinkedIn, peu importe, vraiment partout, pour croiser un max de gens. Puis du coup, à chaque fois, j'essaie d'avoir une relation vraiment très saine avec la personne. Puis du coup, j'ai commencé comme ça à créer un peu un réseau. Puis après, fil en aiguille, c'est ce qui m'a motivé à me dire, tiens, faut que je me casse d'école, faut que je me lance, quoi. Et c'est intéressant de se dire que tu as vraiment commencé par le réseau et ce qui ensuite t'a amené à d'autres opportunités. Ouais. Est-ce que tu t'es lancé sur LinkedIn d'abord ou c'était plus un processus en fait de rencontrer des gens HEC qui t'ont mis sur LinkedIn et ensuite tu t'es dit je vais créer du contenu sur LinkedIn. Comment ça s'est passé cette transition un peu en fait? En fait, c'est d'une façon très involontaire. Je me suis jamais dit je vais sur LinkedIn pour aller faire des vues. En fait, c'est que j'avais un réseau d'entrepreneurs. Puis du coup, je me suis dit tiens, pour les tenir au courant, pour gagner un peu de temps et de faire des WhatsApp, des messages et tout, je vais faire des posts LinkedIn pour montrer un peu ce que je fais, où je suis, quand, comment. Et à l'époque, je me suis dit LinkedIn, c'était le seul site qui était vraiment, on va dire, très moche visuellement. Tu regardais Instagram, Facebook, ça avançait à fond, puis t'avais du contenu blogging. Et moi, j'étais vraiment pas dans ce monde-là, j'avais pas Instagram, j'avais rien à l'époque. Je me dis, putain, je me crée LinkedIn, vu que c'est pro, c'est business, puis je tiens au courant mes potes de ce que je fais, quand je vais, où je vais, peu importe. Et en fait, j'ai commencé à poster des updates sur mes startups, mes projets, vraiment dans le but d'informer mon réseau proche de où j'étais, où j'allais. Et en fait, c'est que d'un coup, sans que je le veuille, il y a un post qui a buzzé à fond. En fait, c'est là que c'est parti où je me suis dit, tiens, maintenant, je me mets en mode full machine, je vais à fond dedans, puis je crée du contenu intéressant qui va divertir à fond les gens, quoi. Donc c'est venu spontanément sans que je le cherche vraiment, quoi, en fait. C'est ce qui est marrant. C'est génial. C'est génial. Et en plus, tu as réussi à développer un réseau sur la plateforme, mais il venait de ton réseau dans la vraie vie. Ouais. Et c'est ça que, avec Marc, on a un petit peu de peine des fois. On a
de la peine à créer cette équipe de gens qui progressent ensemble, cette équipe de gens motivés vers l'entrepreneuriat, peut-être dû à notre âge aussi. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui cherchent cette équipe de progression? Faut sortir à fond de chez soi. Et moi, à l'époque, j'étais un gars ultra timide, vraiment, mais il y a 5 ans, je pouvais pas aller à une conférence. Le problème, c'est que si j'y allais, je voyais un groupe fermé de personnes qui parlaient ensemble, je pouvais juste pas aller dedans, m'introduire et parler aux gens. Donc, je finissais seul à une table debout avec mon laptop. Puis, dans ma tête, j'avais l'impression d'avoir participé à une conférence. Puis, je faisais genre en mode entrepreneur, j'écrivais, je bossais mes mails, machin et tout. Et en fait, j'avais pas créé de contact. Donc, mon approche à moi, ça a été en one-to-one, individuel. Donc, c'est pour ça que j'écrivais aux personnes sur LinkedIn. Vraiment, je savais qu'en 1-1, j'étais super à l'aise. Donc, j'ai voulu devenir ultra à l'aise en 1-1 pour me dire, ok, je suis prêt maintenant à passer au niveau supérieur, entre guillemets, et du coup, avoir des personnes en petits groupes, on va dire. Et du coup, j'ai vraiment pris le temps de voir plein de personnes me chier chaque semaine en 1-1. Et après, je maintenais à fond la relation, comme si c'était des potes, vraiment. Et en fait, ces personnes maintenant, c'est vraiment un réseau où j'avais plein de personnes, c'est vraiment des amis, quoi. C'est pas des contacts, c'est pas juste des cartes de visite, c'est vraiment des personnes que je connais. Et on sait où est-ce qu'on va, ce qu'on fait, notre vie privée, c'est vraiment des amis, presque. Donc, j'ai vraiment pris le temps de travailler en 1-1, plutôt que faire Lucky Luke des cartes de visite en event où tu balances tout gauche-droite, quoi. Donc c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné moi. Après, c'est la méthode qui me fonctionnait pour moi, mais vu que j'étais un gros timide à l'époque, quoi, vraiment. Ça, c'est hyper pertinent parce qu'on se retrouve un peu là-dedans, en fait. On est un peu timide quand même, et puis, en fait, on reste quasi tout le temps chez nous, parce qu'on se dit, ouais, on n'a pas envie d'aller perdre du temps à faire des trajets pour aller, je sais pas, voir des gens comme ça, s'ils sont pas intéressants. Et en fait, on reste chez nous à travailler sur nos trucs et tout. Puis en fait, je pense qu'on se rend vraiment pas compte des opportunités qu'on manque en faisant ça. Et justement, la nouvelle résolution un peu qu'on s'est dit, c'était qu'on allait travailler dehors pour déjà voir des gens, essayer de, je sais pas, il y a peut-être des rencontres qu'on n'attendait pas ou comme ça. Mais souvent, en fait, ce qui nous retient, c'est le fait qu'on va se dire qu'on va voir des gens qui sont pas forcément intéressants. Et je pense, comme tu disais, l'approche du one-to-one, elle est vraiment, tu sais que tu vas avoir une personne intéressante, tu sais que tu vas apprendre quelque chose. Je pense que ça motiverait beaucoup plus. Puis tu lui poses plein de questions, tu te renseignes sur elle, puis c'est là où on se rend compte que pas besoin de voir que les gros patrons qui ont réussi. Et vraiment, n'importe qui peut réussir à inspirer. Puis j'ai vu des personnes, je sais pas, une dame qui me parle, qui me dit que ça fait depuis longtemps qu'elle fume, puis qu'elle a arrêté maintenant de fumer grâce à ça. Puis rien qu'à son niveau, tu te dis, putain, c'est fou, parce qu'elle a un truc, tu sens qu'elle a l'énergie. Je pense que c'est plus ça. Si on regarde que les grands qui ont réussi, donc les grands aux events et les grands conférenciers, puis forcément que t'as un réseau très proche des personnes qui va être très fermé, très business, puis t'as l'impression que t'as pas ta place là-dedans, quoi. Pourtant, en 1-1, du coup, c'est là que tu vois qu'en fait, on est tous humains. On a tous des besoins, on rote, on pète, on va aux toilettes. En fin de compte, c'est là où tu te dis, bah, on est pareil, quoi. Faut se mettre à niveau. C'est clair, et ça, c'est quelque chose qui nous a tout de suite marqué avec Marc quand on a recherché ton profil. C'est que tu as beau avoir des milliers et des milliers de contacts, tu as des connexions très one-to-one, comme tu disais, 1-1, où tu dis merci à tel et tel, t'encourages l'autre. Comment tu fais pour maintenir une telle qualité dans une telle quantité? Franchement, je saurais pas te dire. C'est un peu la pointe de l'iceberg, je pense. C'est ce qu'on voit publiquement sur les réseaux, c'est que j'essaye de répondre à tout le monde, mais j'arrive pas. Pourtant, chaque semaine, vraiment, je fais entre 4 et 5 Skype avec des personnes que je connais pas, qui m'ont une fois écrit. Il y a une dame qui m'a téléphoné la semaine passée qui m'a dit, écoute, on m'a fait un commentaire haineux sur un post, je suis monstre match, je sais pas comment réagir. C'était genre 22h, je lui ai fait, écoute, téléphone-moi, là, 10 minutes maintenant, puis je te rebooste en 10 minutes. Puis j'essaye chaque fois de garder un petit moment pour les personnes en 1-1 à chaque fois. Après, je t'avoue que j'arrive pas à tout gérer parce que j'ai vraiment beaucoup de messages. Donc, j'arrive pas à répondre à tout le monde et les personnes qui m'écrivent, puis du coup, vu que j'arrive pas à répondre, ça les énerve que j'arrive pas à répondre, parce que je comprends à fond, mais voilà, j'ai une image qui est très accessible, on va dire. Le problème, c'est que j'arrive pas à tout gérer. J'ai des boîtes qui m'ont écrit pour me dire, on peut gérer ton compte si tu veux, on gère tes messages, tes machins, mais je refuse catégoriquement, quoi. Je veux vraiment garder à fond le truc moi, donc je fais du mieux que je peux, on va dire, pour essayer de répondre à tout le monde, puis être là pour tout le monde. Après, c'est clair que voilà, j'ai aussi mes projets à côté, et puis je dois réussir à avoir un bon équilibre de vie. Et donc, LinkedIn, c'est une priorité, mais c'est pas la priorité principale, on va dire. C'est plus un kiff. Et justement, on voulait savoir comment, si tu avais des conseils, par exemple, sur LinkedIn, si quelqu'un commence sur LinkedIn, pour toi, quelles sont un peu les étapes de succès, enfin les principes de succès sur LinkedIn? Déjà, en fait, faut être sûr que l'image que tu vas créer sur LinkedIn, c'est la même de la personne que tu es dans la vraie vie. Il y a plein de personnes qui vont se créer une image qui est totalement incohérente par rapport à ce qu'ils sont dans la vraie vie. On veut donner une image d'une personne bienveillante, souriante, motivante, peu importe ce qu'on veut. Et si on rencontre cette personne dans la vraie vie, qu'on voit qu'il y a un décalage, il y a un truc qui joue pas. Et du coup, ça colle pas du tout. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de rester qui on est sur LinkedIn. Il y a beaucoup de personnes qui ont une image trop sérieuse sur les réseaux. Et du coup, ça fait un petit peu, on va dire, ce truc business, trop guindé, trop coincé. Et je pense que c'est important vraiment de réussir à être qui on est sur LinkedIn. Puis l'autre, c'est être authentique tout le temps. Et après, la dernière chose, c'est si on va sur LinkedIn pour réussir à vendre, faire du contenu qui est intéressé, on n'ira jamais loin. Faire du contenu qui est intéressant, on a tous ces choses à dire, peu importe qui. Et il faut réussir à divertir et enrichir des personnes dans notre réseau par rapport à ce qu'on va dire. Et du coup, on va réussir à screen comme des personnes qui vont nous suivre pour ce qu'on dit. Et pour qui on est aussi. Mais c'est pas du blabla, puis c'est pas un truc qui est fake, on va dire, quoi. Alors là, on retrouve une fois de plus le concept ou le principe de l'authenticité qu'on retrouve
dans chaque interview, on peut le dire. Super intéressant. Et maintenant, on voulait te poser une question sur ton expertise, parce que vu de l'extérieur, encore une fois, vu que c'est de notre point de vue, t'as l'air d'être référencé à un très haut niveau dans plein de domaines, que ce soit leadership, motivation, développement personnel, innovation, start-up, etc., etc. Et on voulait savoir, toi, de ton côté, comment est-ce que tu te considères? Si tu te fais dire, voilà, moi j'ai une expertise dans tel domaine, lequel ce serait? C'est très dur à dire, mais là où je sais que je prends le plus de plaisir, j'aime pas dire je suis bon ou je suis excellent, parce que je pense qu'on est tous bons dans les domaines, mais c'est là où je kiffe le plus, avoir un truc qui me tape dans la tête, une idée, peu importe laquelle, puis lui donner vie. En fait, c'est le problème que j'ai aussi, c'est que j'ai plein de projets qui me kiffent à fond, vraiment je me défonce pour lui donner vie, puis une fois qu'il a pris vie, j'ai un peu l'impression d'avoir fait le plus fun. Donc en fin de compte, je dirais là où je suis bon, c'est vraiment d'avoir une idée en tête, puis de trouver une solution pour lui donner vie directement après. Et après, je sais que moi, je suis pas la bonne personne pour réussir à gérer les équipes. Faut que j'aille vite, faut que j'avance. Donc, je préfère avoir des personnes qui vont pouvoir, gérer les équipes derrière. Mais gérer, je pense que c'est donner vie à des idées. Alors c'est marrant parce que nous, on est presque plutôt le contraire en fait. On adore créer les idées, on adore parler d'idées, faire des stratégies et tout, mais on est très très mauvais tout ce qui est mise en pratique. Ouais. On attend vraiment à ce que l'idée soit parfaite pour vraiment se lancer, qu'on ait tout bien, tous les aspects sont bien, etc. Et pour toi, ce serait quoi, enfin des conseils pour des gens par exemple comme ça qui ont du mal à vraiment mettre en pratique les idées qu'ils ont, qui ont du mal à se lancer sur ce qu'ils savent finalement. Faut se mettre une date. Moi, j'aime bien dire, si t'as 24 heures pour créer ton projet, pour le lancer, comment tu ferais? Le problème, c'est qu'on se donne tous un temps qui est illimité. On se dit, bah tiens, je vais faire des gros dossiers, des gros plans, des gros machins, et on se prépare d'une façon parfaite et nickel selon nous. Le problème, c'est qu'on repousse chaque fois le délai. À la fin, on fait un dossier, des gros plans écrits, où on a l'impression selon nous que c'est intéressant. En fait, le mieux, c'est de se dire, bah tiens, j'ai 24 heures, demain je me lance, comment est-ce que je fais? Et c'est de voir son projet ou son idée dans la forme la plus simple possible pour la lancer sur le marché, puis directement prendre des feedbacks du marché. Le problème, c'est que si on crée trop un truc parfait à nos yeux, peut-être qu'il va pas répondre à un vrai besoin du marché, puis la claque sera violente. Parce qu'on aura pris beaucoup de temps, donc beaucoup d'émotions pour créer ce dossier. Puis si d'ailleurs on est frustré, bah, ça peut vraiment être difficile à gérer ça, on va dire. Donc on peut vite se lancer pour vite échouer si besoin ou vite réussir si besoin. Excellent. On retrouve beaucoup de concepts ou de principes de la Startup Nation, comme on discutait en off tout à l'heure. Et un point sur lequel on sait que tu as de l'expertise, puisque c'est évident, c'est le personal branding. Et c'est un sujet avec Marc qu'on étudie très volontiers. Et on voulait justement avoir ta perspective sur déjà, peut-être, quelle est ta définition, ta vision du personal branding et où est-ce que ça va nous mener? Où est-ce que le personal branding, dans quelle direction est-ce que c'est en train d'évoluer? On vit dans un monde où la concurrence est juste gigantesque. Quand en face, il y a forcément un projet qui est similaire, qui s'est lancé. Peu importe l'idée qu'on peut avoir en tête. Il y a 7 ans en arrière, je pensais à faire une application pour réserver en avance son restaurant et son menu et payer en ligne. Si tu poses ton cul, tu manges, tu repars directement. Et c'était un truc que j'avais en tête. Et je pense que 2 semaines après, t'as 3 projets similaires qui sont lancés. Et on va à une vitesse qui est tellement rapide maintenant qu'en fin de compte, il y a une concurrence qui est gigantesque. Le personal branding, c'est l'outil qui va permettre de se démarquer. Et on peut pas être 2 personnes exactement pareilles, avec les mêmes valeurs, les mêmes mots-clés, la même personnalité. Donc je pense que la grosse force du personal branding, c'est réussir à se créer une image de marque personnelle, justement, qui est personnelle, qui est individuelle, puis en fin de compte, qu'on se démarque. On part 2 projets similaires, mais 2 patrons différents, on va dire. Donc je pense que c'est là où c'est important, c'est réussir à se démarquer pour réussir à sortir un peu du lot de concurrence qu'on peut trouver maintenant, quoi. Est-ce que tu penses que c'est indispensable d'avoir une personal brand maintenant dans notre société finalement pour avoir du succès entrepreneurial par exemple? Je pense pas que c'est indispensable. Je pense que c'est intéressant et utile et ça peut être très puissant. J'ai plein de potes qui sont pas du tout sur les réseaux, qui ont pas d'image de marque en ligne, on va dire très forte, mais il y a des personnes qui ont des boîtes qui fonctionnent très bien, qui ont beaucoup d'employés et ça tourne bien. Donc je pense pas que c'est vital, mais disons que si on veut réussir à vite pouvoir progresser, c'est important. Après, ce que j'aime bien dire, c'est qu'entrepreneur, pour moi, c'est une personne qui a plusieurs projets. Tu sais, c'est un jardinier qui prépare un terrain fertile, il plante une graine, puis voit si elle prend ou pas. Ça marche pas, il va ailleurs. Et je pense que le fait de se créer une image de marque personnelle, on prépare ce terrain, on va dire. Et du coup, si on crée un projet, c'est notre projet, notre image de marque à nous. Et du coup, d'ailleurs, si on a un autre projet, on va garder l'image de marque. Exactement, et c'est justement un concept qu'on avait constaté avec Marc très souvent, c'est quand tu crées une audience pour une niche précise, un concept précis, une entreprise précise, si tu y as associé ton image de marque personnelle, toi tu peux aller de l'avant, tu peux créer quelque chose limite à l'opposé, et tu as une partie des gens qui resteront avec toi. Et exactement. Ça, c'est super intéressant. Mais on voulait aussi te poser la question, puisque en 2018, c'est le rêve de beaucoup de gens. Beaucoup de gens rêveraient d'avoir une personal brand, d'être peut-être conférencier, de donner des TED Talks ou tout ça. Mais est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut y arriver? Mais tu sais que moi, je dis franchement, il y a 5 ans en arrière, l'école m'avait dit, viens faire une conférence sur ton projet.
Puis j'avais répondu non, j'ai pas le temps, désolé. En fait non, c'est que j'avais pas les couilles, je pouvais pas y aller. Vraiment, c'est qu'en fait, moi à l'époque, j'étais pas du tout fait pour parler en public. Et encore maintenant, je kiffe parce que je vois que je me force à le faire puis que je sors de ma zone de confort. Mais je pense que tant que t'as pas essayé, tu veux pas vraiment savoir. C'est comme pour entreprendre. Il y a plein de personnes qui m'ont dit ouais, il faut faire des tests avant psychologiques, savoir si on est prêt ou pas à entreprendre. Je pense que tant que t'as pas testé, t'arrives pas à savoir. Et moi, il y a 7 ans, j'étais pas entrepreneur. J'avais pas ce mindset, j'avais pas ce qu'à me dire, je veux créer des projets, non, c'était vraiment, ça m'est presque tombé dessus aussi. D'un coup, j'ai une idée. Bah tiens, on va essayer, on a essayé, ça a fonctionné. Et du coup, tu pars de là. Puis je pense que tant que t'as pas essayé, t'arrives pas à savoir. Donc, conférencier, je pense que n'importe qui pourrait l'être. Il y a pas tout le monde qui aura du plaisir à le faire. Donc, je pense qu'il faut essayer. Puis si tu kiffes, tu fais. Et si t'aimes pas, bah t'arrêtes. Et moi, l'avantage, c'était la première fois que j'ai fait, j'ai vu que ça m'a tellement mis hors ma zone de confort. Vraiment, j'ai paniqué pendant toute la conférence, mais à la fin, j'avais fait quelque chose. J'avais accompli ma conférence, j'avais pris un échelon en plus. Du coup, c'est ce qui m'a donné plein de confiance pour aller plus loin, si tu veux. Donc maintenant, je me force chaque fois à sortir à fond de ma zone de confort, à tester des choses que je connais pas encore pour voir si j'aime ou pas. Et du coup, c'est ce qui me fait avancer à chaque fois, on va dire. C'est tellement vrai parce qu'on est tellement dans cette situation aussi. Et c'est fou, l'énergie se génère. À chaque fois, on le voit. Ouais. On peut avoir aucune énergie, on peut avoir une journée de merde. Ouais. Mais après, le soir, on enregistre un podcast ou peu importe. Et après, on est ultra fired up, comme on dit. Ouais. Et après, on n'arrive plus à dormir. Ouais. C'est exactement ça. Je fais un max de rendez-vous. Encore maintenant, même si c'est pas des rendez-vous qui sont business, on va dire, je vois un max de personnes parce que c'est là que je puise mon énergie. Vraiment. Il y en a plein qui me demandent comment je fais pour trouver des méthodes, des machins. Puis je dis, mais je vois des gens, c'est juste ça, en fait. Puis, par exemple, on se voit maintenant, à la fin, on sera blindé à fond toute la journée. Puis c'est pareil. Puis je sais que le fait de voir des gens, peu importe qui, tu parles avec elles, puis tu passes un bon moment, puis c'est ce qui te motive. Tu puises à fond l'énergie, puis du coup, tu repars pour aller encore plus loin. C'est tellement puissant parce que justement, tu te connais toi-même, tu sais comment tu fonctionnes, tu sais quel est ton générateur d'énergie, et ça, c'est une valeur inestimable. Mais puisque tu vois tellement de personnes, on va aussi te poser la question, est-ce que tu as constaté des principes ou des points communs qui se recoupent chez toutes ces personnes qui avancent, qui progressent, qui ont de l'ambition, de l'initiative? Et c'est qu'on a tous des peurs. Tout le monde, on a tous des freins, on en parle maintenant ensemble, là, par exemple la peur de pas réussir à donner vie à un projet ou peu importe. Et on parle beaucoup entrepreneurs là, mais je trouve que peu importe qui l'individu, on a tous des freins qui nous bloquent. Que ce soit peu importe le projet, peu importe l'ambition, l'envie, le rêve, on a des freins qui nous bloquent. Et peu importe avec qui je parle, à chaque fois il y a un instant où on parle d'un truc, d'un frein que moi j'ai ou que la personne a. Et je trouve que pour moi, j'aime bien le terme entrepreneur, mais c'est aussi un mot très buzz. Et pour moi, je trouve que on entreprend plus ou moins tous. Attends, une personne qui a un problème ou qui a un rêve qu'elle veut réussir à réaliser, je sais pas, voyager le tour du monde, peu importe, bah, c'est un projet qu'elle a en tête, puis elle va entreprendre des actions pour réussir à donner vie à son projet. Une personne qui veut arrêter de fumer, elle va entreprendre l'action pour réussir à arrêter de fumer. Donc on entreprend tous un mouvement pour réussir à aller de l'avant, puis c'est le point commun qu'on a tous, je trouve. J'adore le terme, finalement on est tous entrepreneurs de notre vie en fait. Ouais. C'est ça, c'est exactement ce que tu dis. Et ensuite, on a beaucoup de gens qui nous suivent mais qui sont pas entrepreneurs à plein temps, on va dire, ils sont soit aux études, soit ils ont un travail jusqu'à, je sais pas, 6-7 heures le soir. Et puis, quel conseil t'aurais pour ces personnes-là qui sont quasi booked toute la journée et qui ont seulement le soir ou le matin pour essayer de bosser un peu sur leur projet, qui ont envie de sortir de cette vie un peu de prison finalement, on pourrait dire, et puis de créer leur vie un peu selon leurs termes. Ouais. Est-ce que t'aurais peut-être des conseils pour eux aussi, pour cette démographique-là? Le problème qu'on a tous, c'est ce que j'avais moi à l'époque. Je travaillais dans une assurance en Suisse à 50%. Du coup, à côté, je pouvais gérer mes projets. Parce que je me suis barré de l'école. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est toi qui veux te mettre à ton compte. T'as 2 toi dans la phrase déjà maintenant, donc tout part de toi, on va dire. Donc le problème, c'est que tu vas trouver un projet qui va te kiffer toi, et pas le marché. Et beaucoup de personnes qui veulent se lancer en parallèle du travail, c'est qu'elles veulent être indépendantes. Donc elles veulent trouver un projet qui va être funky, qui va être sexy, ça va être une application, un site web, peu importe, mais un truc qui va être ambitieux, qui va être bling bling et beau, on va dire aux autres tout le monde. Mais est-ce que le marché a un vrai besoin ou pas? Ça, on ne sait pas encore. Donc je dirais le meilleur conseil que j'aurais donné, c'est celui qu'on m'a donné à moi aussi, c'est de tester très vite son idée, puis de plutôt écouter les besoins du marché qu'écouter son envie à soi d'entreprendre. Et c'est le problème que moi j'ai au début, tous mes projets que j'ai au début qui marchaient pas, ça répondait à mon propre besoin à moi de créer des boîtes, des projets, et pas un besoin du marché réel. Donc je pense que pour avoir vite une rentabilité et vite une traction du marché, il faut vite voir ce qui est sur le marché, trouver un besoin du marché, apporter une solution. Puis du coup, on aura très vite potentiellement une rentabilité, puis du coup une traction qui va nous permettre d'aller de l'avant. Ouais, clairement, c'est aussi un principe qu'on partage, c'est que si ta passion crée de la valeur que pour toi, tu peux pas développer ça loin. Ouais, c'est justement. Et c'est justement tous ces concepts qu'on a trouvés dans notre auto-éducation avec Marc. C'est malheureusement pas l'HEC ou le gymnase qui nous a appris ça. Encore une fois, c'est malheureux. Mais on a dû lire tellement de livres, des centaines de livres en vérité. Et toi, on sait que tu as lu beaucoup. Ouais. Est-ce que tu aurais des recommandations de livres ou des recommandations d'auto-éducation? Ouais, alors là, j'ai un livre de Gary Keller, c'est The One Thing.
En gros, vous l'avez lu, celui-là? Ouais. Excellent. Et moi, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé parce que vu que j'ai plusieurs projets différents, donc j'ai vraiment beaucoup de peine à réussir à tout gérer. Puis vu que j'ai, voilà, on gérait LinkedIn, gérer les téléphones, gérer les messages, les mails, les projets, enfin, j'ai plein de trucs à gérer. Et ce livre-là, ça m'a vraiment réussi à mettre en place une méthode de planification d'agenda qui me permet chaque jour de gérer la tâche principale. Du coup, à la fin de la journée, je sais que j'ai réussi au moins à faire ça. Et j'avais très souvent le problème en fin de journée de me dire, putain, j'ai pas réussi à faire ci, à faire ça, à faire ça. Puis je faisais une to-do list de 50 tâches différentes. Puis à la fin, j'étais frustré. Puis du coup, j'étais un peu dans une mood à me dire, j'arrive pas à avancer, je suis pas productif. En fait, ce livre, ça m'a vraiment permis de me dire, non, chaque jour, tu te fixes une tâche à faire, un truc. Puis tant que t'as pas réussi, tout le reste, c'est distraction, quoi. Donc je dirais, c'est le livre maintenant qui m'a vraiment marqué à fond. C'est vraiment parce que dans la question, j'ai écrit que je voulais te demander quel est ton one thing, justement. Excellent, trop cool. Et justement, actuellement, quel serait ton one thing? Alors maintenant, chaque jour, le problème que j'ai, c'est que moi j'en ai un par jour. Parce que j'ai un projet X un jour, un autre projet le lendemain, donc je dois gérer plusieurs choses en même temps. Donc chaque jour, j'ai, on va dire, un one thing différent. Mais je dirais le big one, on va dire maintenant vraiment le gros truc, je dirais ce truc Dare Impossible. Et vraiment, c'est impacter un max de personnes et pas que l'entrepreneur. Vraiment, peu importe la personne qui a un projet, qui a un défi, qui a une envie, aller de l'avant. Et c'est chaque jour, il faut que je puisse accomplir quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc c'est un peu vraiment le fil droit, on va dire, pour l'instant, quoi. Super puissant. Et on en parlait avant off, tout ce qui est auto-éducation. On pense vraiment avec Marc que ça peut aider les gens à sortir de leur préconditionnement, cette espèce de lavage de cerveau de notre environnement de base, de notre épigénétique, comme on pourrait dire, là où on a grandi, comme on a été éduqué, etc. Et on parlait, voilà, différence entre le mindset, donc l'état d'esprit américain, peut-être plus entrepreneur, start-up, etc., et le mindset francophone. Comment tu les différencierais, toi? Et puis, qu'est-ce que tu aimerais vraiment instiguer dans ce monde francophone? Je pense que le monde anglophone, en tout cas aux US, ça fait rêver aussi. Mais quand t'es sur place, quand tu vas à la Silicon Valley, t'as aussi un mythe où n'importe qui se lance n'importe quand. Et tout le monde les gens prennent des risques qui sont juste gigantesques et on n'arrive pas à comparer par rapport à ici. En Suisse, n'importe qui peut se lancer. Et on a très souvent des assurances, le chômage, plein de choses qui vont être là pour nous soutenir, nous aider. Aux US, tu te lances, t'as des mecs dans la rue, tu peux les croiser vraiment, ils ont un panneau, c'est écrit, j'ai essayé une startup, ça a foiré, je suis à la rue. Et c'est le problème, c'est il y a plein qui se lancent. Donc oui, il y a une mood startup qui est gigantesque, qui inspire, qui motive. Puis on voit beaucoup le haut de l'iceberg, ceux qui ont bien réussi, qui ont des monstres startups qui fonctionnent à fond. Mais on voit pas assez ceux qui ont pas réussi, puis maintenant qui sont à la rue, où c'est le bordel, puis ils sont en dépression. Donc je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ce mindset qui est vraiment innovation, entrepreneur, où le pays lui-même soutient à fond l'entrepreneuriat. En France, t'as la French Tech. C'est gigantesque, c'est super cool. Tout le monde, les politiciens sont à fond dedans. T'as plein de groupes qui sont dedans, donc ils poussent à fond cette nation-là. Je pense qu'en Suisse, il nous faudrait un truc comme ça qui peut vraiment encourager à fond les personnes à se lancer, mais les encadrer à fond. Donc je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ce qu'il y a aux USA, ou en tout cas dans les pays anglophones, pour dire, prenons le risque de tester l'échec, d'y goûter. Mais il faut qu'on garde un peu le côté, on va dire, européen, francophone, suisse, de quand même jauger un peu la prise de risque pour vraiment être sûr derrière d'avoir un impact. Ultra pertinent. Ouais, surtout qu'avec Marc, on se disait, en Suisse, on a tellement de potentiel. C'est pas pour rien que tous les pays nous regardent en se disant, ouais, bon, bah, les riches dans leur montagne, là, ils ont tout déjà. Et je crois que quand on est ici, on se rend pas compte qu'on a tout ce potentiel, toutes ces ressources. Et puis, c'est tellement confortable qu'on fait rien. Ouais, c'est clair. Et c'est justement ça qu'on veut faire avec Entrepreneur, c'est dire, voilà, on a toutes ces ressources, si on a le bon mindset, la bonne perspective, on doit shifter un peu notre paradigme, et après, on peut se lancer, on a tout ce qu'il faut. Ouais, on a un bon confort en Suisse, mais c'est une grande chance. Et il y en a qui pourraient se plaindre et tout, mais je trouve que c'est vraiment, on a de la chance d'avoir et moi je le dis, j'ai eu des conditions pour me lancer qui étaient juste magiques. Et quand j'ai des copains que je connais aux USA qui se sont lancés, mais c'est juste rien à voir, parce que eux, c'est vraiment, on quitte tout du jour au lendemain. En Suisse, limite, on quitte son employeur, on garde un bon contact. En Suisse, c'est beaucoup le bouche à oreille, c'est les réseaux qui est très puissant. Donc, si on quitte un emploi puis qu'on se lance, très souvent, l'employeur va être au courant, t'explique, puis à la fin, si tu viens, ça marche pas, il te reprend. Et moi, ça m'est arrivé aussi. Donc, j'ai pris des risques, des gros risques. Par exemple, une fois, on m'a dit, l'assurance m'a dit, tiens, on a un contrat pour toi sur une année. On prolonge ton contrat. Puis j'aurais dit, écoutez, non, j'ai pas envie. Donc, j'avais un mois pour être rentable. En fait, j'ai fait exprès pour me dire, faut que je foute dans la merde pour réussir à être rentable. Mais je savais très bien que même si maintenant, après un mois, ça marchait pas, 2 mois, ça marchait pas, je récrée après, ou je trouve un autre job, ou peu importe, mais on a une chance aussi qu'on a un marché de l'emploi qui est quand même très respirant, quoi. Vraiment, c'est fertile, on va dire. Tandis qu'aux US, si vraiment ça marche pas ton projet, t'es à la rue. Et c'est, à moins que t'aies de gros papiers ou un gros réseau, t'es à la rue. C'est foutu, quoi. Et vraiment, c'est choquant de voir à SF, tu vas dans les rues, tu croises des couples, des mecs qui sont vraiment, mais c'est nous, quoi. Nous avec une grosse barbe et des abyssales, puis ils sont à la rue, puis ils ont essayé, ils ont pas réussi. Et je trouve qu'en Suisse, on a une chance qui est juste, mais gigantesque. Donc, je pense que c'est un des meilleurs pays pour réussir à se lancer. Après, voilà, trop de confort,
c'est pas bon non plus, on va dire. Donc, pour ça qu'il faut quand même jauger et prendre un peu de risque pour essayer de se lancer, quoi. C'est pour ça que nous, en fait, on est quasiment, on est dans cette situation-là. On a pris les 5 ans qu'on prévoit d'être à HEC, où on a quand même beaucoup de temps et pas de pression financière pour nous lancer. Ouais. Et je pense que c'est ça des fois qui nous manque un peu, c'est peut-être cette nécessité de vraiment prendre des risques, de vraiment sortir de cette zone de confort. Donc je pense que on peut voir comme un grand obstacle en fait dans le monde suisse, c'est qu'on a trop de confort presque en fait. Souvent les chances, ça peut devenir un risque. Ouais. Puis dès que t'es bien assis dans le canapé, t'as pas envie de te lever pour aller ailleurs. Mais à Renault, faut avoir cet esprit entrepreneur, on va dire. Faut embrace the suck, comme on dit en anglais. Puis il faut être prêt vraiment à kiffer des périodes qui vont pas aller. Et pour ça que je trouve vraiment que la Suisse, on peut critiquer pour dire que c'est pas assez start-up, pas assez ci, pas assez ça, mais je trouve qu'on a quand même un pays on a une chance inouïe, vraiment. Est-ce que tu as des grandes inspirations, par exemple américaines ou même francophones, que tu voudrais partager avec les gens, des gens qui t'ont vraiment inspiré, que ce soit online ou offline ou... Ouais, il y en a un que je kiffe, mais par-dessus tout, c'est Casey Neistat, je pense que vous connaissez. Et oui, c'est clair, il y en a plein, t'as Gary Vee, Simon Sinek, Tony Robbins, c'est des gros entrepreneurs, on va dire, qui vendent du succès. Puis ça fait rêver, c'est clair. Et pour moi, c'est ça qui me dérange. Ça fait trop rêver. C'est trop bling bling. Là, ce que j'aime qu'ils essaient, c'est vraiment, c'est le créateur. Puis, de base, c'est un mec qui crée sur YouTube. Puis, il a créé ses projets entrepreneuriaux à côté. Mais de base, c'est pas un entrepreneur, on va dire, c'est un créateur. Et c'est ce que j'aime bien. C'est que vraiment, il transmet sa passion et c'est avant tout ce qui me plaît. Et puis lui, il a un impact qui est juste, mais magique, quoi. Tellement de personnes qui commencent la vidéo, les mecs qui font des vlogs dans la rue, grâce à lui, et c'est ce que j'aime vraiment. Pour moi, je pense que c'est le mec qui me fout une dose chaque jour d'énergie, mais gigantesque, quoi. C'est lui qui a lancé le vlog, en fait, j'ai l'impression. Ouais. C'est lui qui faisait tous les jours, et ensuite tout le monde a commencé à le faire. À l'époque, c'était avec un caméscope, en plus, je crois. Il y a une vidéo où il explique qu'il prenait un caméscope de l'époque, puis il retournait l'écran, puis il se filmait comme ça. Puis les gens disaient, mais qu'est-ce que tu fous, t'es con, c'est dans l'autre sens. Non, c'est vraiment comme ça que je vais essayer de le faire. Ce qui m'impressionnait aussi, je sais pas si t'as vu la vidéo, mais il a montré ce qu'il faisait, sa journée, en fait, sa journée type. Ouais. Et c'est juste absolument fou. Ouais. Après, il y a aussi un mythe autour de ça. Et on dit qu'il faut être H24 productif. Et lui, c'est un mec qui est hyper actif, tu le vois, c'est violent. Et je pense que j'ai été dans une mood où moi, chaque jour, je me mettais en mode, voilà, je planifie à fond mes journées, et puis je voulais aussi donner une image aux autres, une personne qui est toujours à fond. Et en fait, je pense que faut accepter aussi de se dire que t'as des journées où ça va pas aller. Et cette vidéo, je l'ai vue, je la kiffe beaucoup, elle inspire beaucoup, mais le problème, c'est, on en parle aussi avant avec Thibaut InShape, c'est que derrière, tu peux un peu te dire que en fait, il faut être comme ça pour réussir. Et non, je pense pas. Moi, j'ai des potes qui gèrent, j'en ai un, c'est un prof à HEC, c'est juste une inspiration magique. Ouais, mais incroyable, le gars. Tous les matins, il bosse pas avant 9h. Il pose ses gosses à l'école. Donc, la famille d'abord, le pilier principal de la famille, il est juste, mais ultra important pour lui. Une fois que c'est fait, il bosse pendant environ 2 heures. Après, tous les midis, il fait à manger pour ses gosses, sa femme, parce qu'il est fan de faire à manger. Après, une fois qu'il a fini, il repose les gosses à l'école de nouveau, il rebosse pendant 2 heures, il retrouve la famille, et après le soir, il médite, il se pose. Et je pense par jour, il bosse 4h30, 5h. Il a pas des boîtes qui font des milliards, bien au contraire. Mais c'est juste pendant ce temps-là, il est ultra productif, il arrive à faire ce qu'il a besoin de faire. Et je pense que c'est pas le planning du matin au soir, se lever à 5h tous les matins, finir à 23h le soir, bosser à 24, puis finir défoncé sur le lit qui va te rendre, on va dire, successful, mais c'est vraiment plus d'être productif sur tes périodes de temps que tu vas te fixer. Mais d'avoir une équipe de vie qui te convient. Lui, c'est celui-là. Peut-être qu'une personne, ça va être chaque jour du sport, méditer, lire, peu importe quoi. C'est pour ça que chacun a trouvé son rythme, je pense, selon moi, après. Ça, c'est absolument génial, parce que là, on a une grande différence entre nous deux. De base, on pensait qu'on était super similaires. Là, ma caméra s'est arrêtée. Mais, en fait, je pense qu'il faut vraiment revenir à se connaître soi-même, parce que moi, je sais que je burn out super rapidement. Ouais. De ma personnalité, je sais que si je bosse trop, si les week-ends, je me lève à 5h, 6h aussi, je sais que je vais péter un câble à un moment. Du coup, je sais que je me planifie toujours des moments de repos. Les week-ends, j'essaie de faire beaucoup moins. J'essaie de dormir plus longtemps, etc. Et vraiment, c'est absolument le contraire. Vraiment, tous les jours, il se lève genre à 4h30, 5h, il peut toute la journée, il travaille jusqu'à 23h. Ouais. Et je sais pas comment il fait, en fait. Puis des fois, t'as l'impression, en fait, j'ai envie de faire comme lui, mais j'arrive pas. Ouais. Et donc, c'est vraiment revenir à se connaître soi-même. Ça, faut trouver son équilibre. Moi, j'ai mis 5 ans à le trouver. Puis j'ai vu plein de personnes qui m'ont aidé pour ça. C'est pas moi je suis expert, rien à voir. J'ai vu des personnes qui m'ont inspiré pour montrer comment est-ce qu'elles le faisaient. Après, du coup, tu peux réussir. C'est pour ça que j'aime bien voir des gens, tu peux réussir à t'inspirer un peu de chaque personne. Puis derrière, à créer ton truc à toi, on va dire. Donc, t'auras plein de livres différents qui vont t'aider, plein de personnes différentes qui vont t'aider. Et en fait, il faut trouver ton rythme. Et j'ai vu, par exemple, Amir dans le métro, un ami. Il a 19 ans. Il a créé sa boîte de production de vidéos. Et pareil, un peu comme toi, il dort quasiment pas, il est à fond. Et j'ai été comme ça au début, mais la finalité, à mon avis, c'est négatif. Parce que tu te mets dans un moule où franchement, bosser de 5h du mat à 23h le soir, c'est physiquement impossible. Et le problème, c'est que tu comptes ton temps. Et moi, le test que j'avais fait, je suis parti 1 mois aux US il y a 2 ans environ avec ma chérie.
Et je me suis dit, du coup, pour pas la déranger, j'avais 2 heures le matin pour travailler, pendant qu'elle se maquillait, préparait, machin et tout, je me levais un peu plus tôt qu'elle. Puis ça, en rentrant pareil. En rentrant, j'avais environ 1 heure, entre 2 heures, pendant qu'elle lisait, qu'elle bossait ou peu importe. Et du coup, chaque jour, en 4 heures, je pouvais travailler autant de temps qu'à la maison, en bossant de 6 heures à 23 heures, sans déconner. Et en fait, si tu te donnes qu'une heure maintenant, qu'une heure de temps, tu vas être ultra productif à fond, et tu pourras bosser autant que 5-6 heures. Donc je pense pas que c'est tant le planning et le nombre d'heures que tu vas travailler, mais plus la productivité sur un nombre d'heures limité. Donc chacun trouve son rythme, c'est un peu ça. Excellent, parce que c'est la conclusion de notre dernier podcast qui est sorti maintenant il y a quelques semaines. On s'était prêté au jeu, on avait fait un jeu de rôle pour comparer le work smart avec le work hard. Ouais. Et on avait trouvé un peu ce point commun où on se disait, ok, pour être vraiment productif, il faut travailler dur, oui, parce qu'il faut faire plus que les autres, il faut quand même faire plus que ce que tu es supposé faire pour avoir plus que ce que tu es supposé avoir au final. Ouais. Mais il faut le faire extrêmement intelligemment, il faut avoir la grosse clarté, planifier, savoir qu'est-ce qui compte, surtout qu'est-ce qui compte. Et ensuite, tu peux travailler aussi dur jusqu'à ce que tu atteignes justement ce qu'il te faut. Et encore une fois, le principe de nécessité. Si tu as 1 heure, t'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Et un petit exercice que je peux donner en petit bonus aussi, c'est tu te mets dans un café, surtout quand tu voyages, où tu as le wifi pendant 1 heure. Après, ça s'éteint. Ouais. Et ça, c'est génial. Tu te poses là-bas et tu te dis, voilà, j'ai 1 heure. Chrono, quoi. Ouais. Et tu te dis, voilà, je vais poster un blog post ou poster un podcast. Et t'as 1 heure. Et ce qui est incroyable, c'est dans les 3 dernières minutes, tu fais tout. Ouais, c'est clair. Ça de la folie. Étant donné que si t'as une journée et tu te donnes, si t'as 15 heures devant toi, tu vas combler ces heures-là. Donc tu vas élargir à fond ton programme. Puis tu sais que t'auras plus ou moins de temps. Donc tu vas faire en 3 heures ce que tu pourrais faire sans déconner, en 30 minutes, quoi. C'est pour ça que je pense que j'adore Casey Neistat, mais ces vidéos qu'il fait sur le planning, ouais, ça me motive à fond, ça pousse, c'est clair. Mais d'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment que chacun trouve son programme à lui. Puis il y a pas un nombre d'heures minimal à travailler. Tu peux travailler 2 heures si tu veux, mais ça fonctionne d'ailleurs là. Peut-être tu pourrais dire, tiens, moi je veux juste avoir 2 clients par mois, j'ai mes 2 tickets, ça tourne juste, c'est bon, mais je suis heureux. Alors, du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faut que chacun trouve son rythme, quoi. Je pense qu'il y a rien qu'à essayer 2-3 jours de la vie de Casey Neistat, puis tu regardes comment tu finis après 3 jours. Je pense que j'arriverai même pas à survivre 1 jour de sa routine. Après, voilà, c'est des années, lui. En tout, il a appliqué, c'est comme une personne qui nage à haut niveau. Elle nage tous les jours. Maintenant, si moi, à l'époque, j'étais comme ça, maintenant, je nage, laisse tomber, hein. Je pense que je coule au fond de la piscine et on boit plus, quoi. Donc, je pense, voilà, c'est l'entraînement aussi, puis la répétition qui fait que ça fonctionne. Et justement, souvent, comme tu disais, on est notre propre obstacle, en fait, notre propre ennemi. Comment tu fais dans les périodes où t'es pas motivé, où t'es complètement dans un état léthargique, pour te ressortir de ça, en fait? Est-ce que t'as des habitudes ou des routines qui te permettent de ressortir de cet état? Je vois des gens. Vraiment, je vois des gens. À chaque fois que je vois qu'il y a un truc qui va pas ou peu importe, je repousse à fond les rendez-vous, les cafés, les téléphones, puis je reparle de nouveau avec des personnes. Et c'est vraiment de faire l'inverse, de me mettre dans ma chambre ou de dire putain merde ça va pas, pourquoi ça peut. Non, au contraire, je sors directement, puis je me force. Je me fais un peu violence. Après, c'est clair que j'ai des périodes où j'accepte le fait de pas être bien, pas être en forme et tout. Mais si je sens que je peux, vraiment, je sors directement de chez moi. Puis je vois des gens, puis on parle, puis je m'enrichis de leur expérience qu'ils ont fait, puis on laisse à chacun discuter, puis c'est comme ça que je peux réussir à avancer, quoi. J'adore. On n'a encore jamais entendu, mais en fait, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant et c'est tellement pertinent pour nous, parce que c'est ce qui nous manque clairement. Mais en contrepartie, comment tu fais pour gérer cette vie extrêmement connectée avec les gens et avec ton téléphone, offline, online? Comment tu gères ça? Ouais, franchement, je vais dire, j'ai un peu de la peine. J'étais à Barcelone le week-end passé, et il y a un mec qui m'a volé mon téléphone sur un canapé dans le hall de l'hôtel. Et du coup, j'ai eu 3 jours sans téléphone. J'avais pas le choix. Donc, je suis sûr que le hasard a fait les choses pour que j'ai vraiment 3 jours sans téléphone. Ça a été magique parce que du coup, tu perds tes réflexes d'être connecté à 24, on va dire. Et, je pense que j'ai un peu de la peine parce que je suis tout le temps connecté sur tous les réseaux, tout le temps à fond. J'essaie de pousser à fond. Mais, j'ai pas encore, honnêtement, pour être franc, j'ai pas encore trouvé le bon rythme idéal qui me permet de réussir à tout gérer. Donc, des fois, je sens que pendant 3 jours, je suis quasiment pas sur les commentaires LinkedIn parce que j'ai pas le temps d'y être. Et du coup, ça me frustre moi aussi. Je sais que les gens derrière attendent que je sois là pour eux, pour essayer de répondre, puis discuter. Donc, j'ai pas encore trouvé le bon équilibre. Je sens que ça va venir, mais pour l'instant, je suis encore un peu en train de tester différentes méthodes pour vraiment réussir à trouver le bon truc. Je suis absolument pourri à ça aussi. J'arrive pas à trouver l'équilibre, mais peut-être que Romain peut ajouter quelque chose à ça, même s'il a quand même une perspective un peu différente, parce que j'ai l'impression que tu gères beaucoup mieux tout ce qui est comme ça, réseaux sociaux, téléphone et tout. Je pars du principe que, comme il dit si bien Marc, il faut que le téléphone soit un serviteur et pas un maître. Du coup, une petite technique que j'adore, c'est de commencer ma journée sans téléphone, c'est-à-dire que, par exemple, de 5 heures le matin quand je me lève, jusqu'à peut-être 9-10 heures, j'ai pas de téléphone. C'est mode avion, j'ai souvent mon entraînement, j'ai mon sport, et c'est assez surprenant, mais la force, parce que je fais du sport de force, la force qu'on a change. Si on s'est connecté avant ou pas, je sais pas comment ça se passe, mais le système nerveux est bien plus frais
si on n'a pas eu des impacts de l'extérieur. Ça peut être des impacts positifs comme négatifs, c'est pas une connotation à ce moment-là, mais c'est vraiment d'être dans son monde qui augmente en tout cas mes performances sportives, et je pense que ça peut se refléter dans les performances académiques ou de travail. Je pense que si tu prends le téléphone dès le matin à peine de travail, tu consommes. Tu te mets en mode consommateur. Donc tu prends ton contenu, tu le consommes, puis du coup t'es pas en mode productif. Tandis que si tu commences directement à produire, du coup t'es dans le mindset de produire. Donc je pense ton sport, moi je suis pareil. Au début je me levais pendant une demi-heure, je scrollais, j'ai regardé mes news, les machins, puis ça me mettait dans une mood, mais amorphe de consommateur typique. En fin de compte, je me suis dit top, j'arrête maintenant. Puis le matin je commence à produire. Donc ça je fais un déjeuner super sain, machin, gingembre, ce que je veux. Et puis du coup je crée plein de trucs différents, je produis vraiment avec les mains, puis j'ai l'impression d'avancer dans ma journée. Puis en une heure, j'ai l'impression d'avoir fait plein de trucs super importants. En fait, non, mais juste, j'ai commencé ma journée, on va dire, de bonne façon, quoi. C'est tellement ça. Et je pense que on pourrait parler, en fait, des heures de ça, mais je pense qu'on arrive gentiment à la fin de la location de la salle. Mais, est-ce que, juste pour finir, quelles sont les valeurs principales que tu pourrais dire dans ta vie sur lesquelles tu bases ta vie, tes actions? J'en ai 3 principales. Je dirais bienveillance, respect et entraide. Et bienveillance parce que faut toujours voir les choses d'un bon côté, être bienveillant avec les personnes qui ont des projets, des envies. Le respect parce qu'on a tous une guerre à mener, tous un combat à mener. Et ça m'arrive moi aussi d'avoir des personnes que j'ai rencontrées et puis au premier abord t'as envie de les critiquer ou t'as envie de dire que ça va pas et tout. Puis tu vois vraiment la personne derrière puisqu'elle vit, tu sais qu'elle a son combat à mener. Donc respect à fond. Puis l'entraide parce que je pense que si on peut tous réussir vraiment à se pousser à fond vers le haut, putain, on irait tellement loin, quoi. Je pense que c'est vraiment les 3 mots-clés qui chaque jour m'inspirent à fond, quoi. Super puissant. On n'aurait presque pas besoin de te demander où on te trouve en ligne, mais on va quand même le faire. Donc, pour les entrepreneurs, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Est-ce que tu as des choses à mettre en avant? Alors, en grande partie, LinkedIn, c'est mon gros pilier, on va dire, je suis à fond dessus. Après, Instagram, c'est plus mon day-to-day, on va dire, c'est un peu le behind the scenes de tout ce que je fais sur LinkedIn. Après, le reste, j'y suis, Twitter, mais c'est plus, on va dire, Twitter, Facebook, j'y suis, mais juste pour y être, on va dire. Greg Logan sur LinkedIn. Ouais, exactement. Parfait. Bon, je pense qu'on va gentiment conclure ce podcast-là. Merci beaucoup d'être passé et de nous avoir donné toutes ces informations. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain podcast. À dimanche prochain.